enregistré sur ton ordinateur. Voilà, à toi Delphine. Merci Sabrina et à vous tous pour donc l'invitation à présenter mes travaux sur éducation à l'orientation collective. Donc d'abord je me présente, je suis psychologue dans l'orientation depuis 15 ans. Je développe une activité de psychologue écologiste depuis 2 ans, dont je résume l'approche par prendre soin du vivant en soi, autour de soi et de la planète. Et puis aussi c'est pour développer des actions de formation dans ce sens. Face à l'incurie du monde, puisque nous sommes aujourd'hui dans une triple urgence écologique, sociale et démocratique, ça m'a interrogé la place de la psychologie dans la société. Force est de constater que le prendre soin individuel n'améliore pas le vivre ensemble et le prendre soin de notre maison commune, la planète Terre. Et donc, ça m'a interrogé du lien entre la psychologie et le développement personnel, qui finalement écarte les problèmes de bien commun. Et donc, c'est aussi comme ça que je me suis intéressée plutôt au groupe, à cette idée de soin social et collectif. Donc, j'avais cette idée de sortir de l'individualisme, puisque historiquement, la question de l'orientation s'impose avec le développement de l'industrialisation il y a un peu plus d'un siècle. Et puis tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, ce sont plutôt des approches individuelles qui se sont développées, avec des recherches d'appariement entre individus, professions, comme par les tests d'aptitude ou les questionnaires d'intérêt. Et même les séances collectives en orientation, finalement, c'était souvent des dispositifs pour que chaque individu acquiert les outils pour entrer dans une démarche personnelle et autonome de construction de projet ou d'insertion professionnelle. Donc, j'en suis arrivée à me dire que plutôt que de demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est de proposer la problématique de l'orientation à partir de quelle société voulons-nous construire demain. Et puis, ce qui a été très fondateur pour moi, c'était ma rencontre avec un texte de Jean Guichard en 2016. C'était un texte déjà qui était publié en 1997 dans la revue Questions d'orientation, qui est une revue de l'Association des psychologues et de la psychologie de l'éducation nationale. Et donc, cet article s'intitule Changements sociaux et pratiques d'orientation, analyse de la notion d'éducation à l'orientation, où déjà, dans ce texte, Jean Guichard, il éclaire sur la nécessité que dans une société aux inégalités croissantes, il faut sortir des approches en orientation individualisante et faire la promotion d'une réflexion avec les personnes sur notre rapport entre je et le nous. Et puis aussi, il montre très bien déjà dans cet article de l'impossibilité de traiter les problèmes écologiques sans réflexion autour de la justice sociale. Et ce texte m'a beaucoup touchée. Et moi, j'avais été contractuelle avant de rencontrer ce texte parce que c'était au cours de ma formation de titularisation. Et j'étais un peu très surprise de voir qu'en fait, finalement, je ne retrouvais pas ça dans les séances en orientation. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à développer cette approche. Alors, ça m'a permis d'entrer vraiment dans la réflexion et en même temps, c'est pas suffisant. Depuis, en fait, ces 10 dernières années, je suis vraiment allée à comprendre ce que c'était l'ère de l'anthropocène, comprendre ce que ça veut dire nos activités humaines ont un impact sur le vivant, parce que les recherches scientifiques montrent qu'on a des problématiques au niveau de ce qu'on appelle les ordres de grandeur. Et donc, il m'apparaît important vraiment que les professionnels de l'orientation aient une vision claire de nos impacts pour pouvoir être dans cette démarche d'accompagnement de transformation du travail. C'est aussi pour ça que je fais de la formation sur justement l'évolution des métiers et des activités, sur comprendre la transformation écologique de la société. Et c'est aussi voilà, quelque chose que je trouve un peu une phrase clé pour l'orientation. Sur les scientifiques disent que nous ne pourrons pas respecter les conditions d'habitabilité de la planète par des solutions technologiques, qu'il est nécessaire de changer nos organisations et nos modes de vie. Et c'est peut-être cette phrase, changer nos organisations et nos modes de vie, qui fait aussi l'être humain en tant que dans sa dimension systémique. Et qui fait aussi que
j'ai un attachement sur le fait qu'il faudrait davantage travailler sur le projet de vie, parce que projet de vie professionnel et vie personnelle, tout est lié. Et là, les scientifiques, ils le disent pourtant que c'est plutôt sur l'axe projet de vie qu'il nous s'agirait de travailler, mais dans les pratiques, c'est difficile au niveau institutionnel de prendre une place pour cela. Et puis, un troisième problème qui me semble fondamental et qui a construit ensuite justement mes séances, c'est cette idée que ce n'est pas l'élévation des qualifications qui va permettre de répondre aux besoins du monde. Il y a des représentations sur les métiers qui circulent dans la société, avec des métiers valorisés et des métiers dévalorisés. Et donc, il m'apparaît important de travailler sur le sens plutôt que justement sur ce prestige social. D'ailleurs, en fait, la période Covid a très bien montré que les métiers dévalorisés sont souvent les métiers essentiels, dits les métiers de première ligne. Et nous allons le voir voilà, sur cette question du sens avec la première exemple de séance, de quoi avons-nous besoin pour un monde meilleur? Donc pour cette présentation, je vous présente deux séances qui sont à chaque fois des séances d'une heure parce que c'est la contrainte institutionnelle quand on travaille avec les classes généralement, même si c'est vrai qu'on verra qu'une heure c'est assez court et en fait c'est des séances qui pourraient se déployer facilement sur 2 heures. Et puis, en troisième partie, je dirais quelques mots sur, avec des axes théoriques sur l'ancrage dans le réel et la prospective. Alors, donc cette séance, c'est un peu ma préférée. De quoi avons-nous besoin pour un monde meilleur? Parce que c'est assez joyeux en collectif de pouvoir réfléchir à cette question. Donc, il s'agit de faire des groupes de 3, 5 personnes par groupe, de donner une feuille à 3, des feutres de couleur, voilà. Et ils vont travailler. D'abord, donc, je demande au groupe, à chacun des groupes, de faire un brainstorming et de proposer un ensemble de thèmes. Et au bout des 5 minutes, de décider sur quel thème le groupe a le plus envie de travailler. Ensuite, à partir de ce thème, je leur propose de soit dessiner, soit de mettre des mots-clés pour enrichir ce que ça représente pour eux collectivement, ce mot-clé qu'ils ont choisi comme thème. Et puis ensuite, en dernière partie, je leur demande de faire des mises en lien avec des métiers à partir de ce qu'ils ont fait, produit. Donc, ce qui donne, par exemple, je vous ai mis deux exemples de production de jeunes qui sont en classe de troisième. Et donc, c'est vrai que le thème de l'écologie, c'est un thème qui revient dans tous les groupes classes. Il y a toujours un groupe qui va travailler sur écologie, ou ça va être sur moins de pollution, ou ça va être sur l'environnement. Donc, en fonction du mot qu'ils vont choisir, c'est vrai qu'en fait, il y a des différences. Donc là, les grands sous-thèmes, bah, c'était vraiment une production très riche, puisqu'ils ont mis le bio, les déchets, l'énergie renouvelable, les déplacements, préserver la nature, écouter les animaux, et ils ont même pensé à la solidarité pour la transformation écologique. On voit bien d'ailleurs à partir de leurs propositions qu'il y a à la fois des projets professionnels, donc agriculteurs ou techniciens en énergie renouvelable, etc., mais aussi des aspects mode de vie avec avoir un jardin potager. Là, on voit aussi que c'est assez court parce qu'il y aurait eu plein de métiers que, ils auraient pu mettre et qu'ils n'ont pas mis. Souvent, c'est au moment de la mise en commun que, en fait, moi, je vais enrichir. J'y vais aussi, lors de ces séances, j'essaie d'y aller avec les ouvrages de l'ONICEP pour qu'ils puissent enrichir au niveau des métiers. Mais c'est là où c'est vrai que c'est un petit peu court
qui font qu'ils n'ont pas bien le temps d'approfondir. Alors, du coup, une autre thématique, j'ai choisi deux productions qui étaient très colorées et plus visuelles. Là, du coup, c'était sur l'abandon. C'est vrai, les problématiques qu'ils vont parler, c'est souvent donc l'abandon, moins de discrimination, plus d'égalité homme-femme, plus d'imagination, plus de jeu, moins de violence, la paix. Ça, c'est souvent intéressant. J'aime bien, en fait, quand ils parlent sur la violence et la paix. Souvent, en fait, les métiers, ça va être beaucoup autour de la police, la gendarmerie, l'armée. Et souvent, c'est aussi un moment où on peut parler du rôle de l'éducation. J'aime parler aussi comment la psychologie, elle s'est intéressée à la communication non violente parce qu'on avait besoin de mieux communiquer pour pouvoir faire la paix. La thématique de la technologie, elle arrive aussi tout le temps dans toutes les classes, et puis aussi la liberté. Donc voilà pour cette première séance. Moi, ce qui m'apparaît assez fondamental, c'est justement à la fois donc, de construire du sens sur nos activités humaines et le travail, mais c'est aussi de construire le nous. Jacques Lévin, docteur en psychologie et philosophie, il parle que chaque humain est formé d'un tout petit tout, constitué aussi d'un moyen tout, c'est l'appartenance à un groupe, et que nous sommes dans un grand tout, qui est le fait d'être humain, et aujourd'hui on dirait d'être un vivant humain et non humain. Et que dans un contexte de société individualiste, narcissique, le petit tout, il est très fort. Et donc, on a intérêt justement à relier les moi avec ce grand tout. Jacques Lévin, il dit que face à la libre expression du désir de toute puissance, qui est inhérent à l'être humain, hein, les enjeux de pouvoir, justement, par exemple, on sait que c'est très prégnant dans les rapports humains, il est important d'offrir des espaces pour construire un nouveau statut social qui permet aux personnes d'être à la fois une personne et un nous. Voilà. Donc, et puis le troisième aspect, j'ai mis repenser la hiérarchie des métiers parce que ce que je trouve intéressant, c'est vrai qu'en partant sur un thème, finalement, il n'y a pas de hiérarchie des métiers. Ça va être pour répondre à ce besoin du monde, ben, on a besoin de tous ces métiers. Et c'est vrai qu'ils sont quand même conçus de manière égalitaire à ce moment-là. Alors, la deuxième séance en classe que je peux proposer, c'est quelles évolutions de nos activités pour la neutralité carbone. Donc là encore, c'est un dispositif en groupe. Donc là, j'ai mis 6 groupes, mais en fait, ça dépend si on fait 3 thèmes ou 4 thèmes. Voilà. À la base, c'était c'est une séance qui a évolué parce qu'au départ, je l'appelais sur les enjeux sociétaux. C'est vraiment toujours pour relier aux orientations et problématiques sociétales. Et donc, c'est sur les enjeux environnementaux avec donc les 3 secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, qui sont le transport, l'agriculture et le bâtiment. Et puis, quelque chose de plus, une réflexion plus sociétale sur les métiers du nettoyage qui représentent 2 millions d'emplois en France sur 30 millions et quelques d'actifs. Très souvent, quand je demande aux personnes que je rencontre quels sont les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre qui, du coup, sont en lien avec le réchauffement climatique, les personnes vont souvent dire l'industrie. On sait, c'est une minorité qui a conscience que c'est le transport et surtout la voiture, le transport représentant un tiers des gaz à effet de serre, mais la voiture représente 2 tiers dans ce un tiers. Donc ça, c'est des chiffres qu'on peut retrouver facilement par le Haut Conseil pour le climat.
qui est donc une agence d'État qui a fait ces travaux. Donc, en France, je rappelle que les Français doivent diviser par 5 leur émission pour atteindre la neutralité carbone, ou le pays doit diviser par 5 ses émissions pour atteindre la neutralité carbone. Euh, Donc là, je commence par le secteur du transport, par donc une phrase un petit peu concrète. Pour faire face à l'urgence climatique, il faudrait réduire le parc automobile au moins de 40% et développer d'autres modes de déplacement. C'est une citation par un des rédacteurs du rapport sur l'industrie automobile qui a été produit par le Shift Project. Le Shift Project, qui est une association qui travaille à réfléchir à la méthode pour décarboner l'économie française. Et donc, j'aime partir d'une phrase un peu concrète, d'un objectif concret pour vraiment construire une représentation, parce que sinon, on est toujours dans des chiffres un peu vagues. Oui, il faut baisser son utilisation du transport. Et quelque part, ça veut tout dire et rien dire, alors que là, en fait, on peut déjà se rendre compte que ça veut dire que nous devons avoir une voiture sur deux en moins dans le parc automobile. Voilà, donc deux questions. Quels sont les autres modes de déplacement à développer? Et puis, avec moins de voitures, quels seront les métiers de demain dans le secteur du transport? Et après, je peux enrichir avec, par exemple, l'information sur cet ouvrage qu'il existe 101 métiers autour du vélo. On ne se l'imagine pas. Et oui. Et puis, qu'il existe de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises qui se déplacent à vélo, et ça constitue même une association qui existe partout sur le territoire en France. Et donc, il y a un groupe à Tours, les boîtes à vélo. Et puis là, l'exemple d'une entreprise, Pollen, où en fait, c'est un des distributeurs de repas, des livraisons de repas à domicile, notamment pour les personnes âgées euh, et qui donc en vélo électrique. Donc, ça qui fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui développent justement ces remorques spécialisées par métier. Et puis là, il se trouve qu'en plus, ils sont en zéro déchet et avec une alimentation plutôt locale. Et comme malheureusement on connaît assez mal les véhicules intermédiaires, on a l'impression que c'est dans une sphère un peu écolo. Et si on veut acheter un véhicule intermédiaire, pardon, il y a ce site Aveli qui va montrer un ensemble de véhicules qui existent. Donc ce sont des véhicules qui sont en électrique avec un système aussi de pédalage interne. Il est souvent inutile d'avoir deux voitures par foyer. On peut tout à fait avoir euh, une voiture peut-être plus classique et une voiture plus légère, parce que finalement, dans l'organisation, ça peut tout à fait marcher ou en avoir qu'une seule. Enfin voilà, là, on a de nouveaux modes de déplacement. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Valentin Benramdan, qui, du coup, a produit un film pour justement faire des débats citoyens autour de ces véhicules. Sur le secteur agricole, d'ici 2050, il faudrait que l'agriculture voit une hausse de 500 000 emplois sur les 25 prochaines années. Aujourd'hui, il y a 380 000 agriculteurs. Donc, pourquoi avons-nous besoin de plus de personnes dans le domaine agricole? Là, ça peut être important d'étayer un petit peu, évidemment, parce que ça peut être une question au départ un peu difficile. Donc,
l'importance de développer les circuits courts, de développer l'autonomie alimentaire. Il faut savoir qu'en France, nous sommes seulement à 40% de fruits, de production de fruits et légumes. Le reste, en fait, on l'importe. La France est connue pour sa production agricole, mais c'est parce que nous exportons beaucoup de vin et beaucoup de céréales. Moins d'engrais, moins de pesticides, mais en fait, il faut quand même nourrir la terre et donc ça demande d'autres méthodes de travail et donc comme par rapport au compostage. Comme il y a besoin de remettre des haies, des arbres pour la biodiversité, d'utiliser des plus petites machines agricoles, donc c'est vrai que ça va donc augmenter le nombre de besoins humains. Et puis aussi, en France, dans 10 ans, un agriculteur sur deux sera parti à la retraite. Et donc, il y a une vraie question autour du renouvellement de la génération agricole. Voilà, alors je ne vous présente pas tous les thèmes pour rester dans la demi-heure, 40 minutes impartie pour cette présentation, mais quand même les métiers du nettoyage. Et donc, le métier de déboueur officiellement s'appelle reaper. Et donc, quand j'interviens avec des jeunes, j'aime leur dire, bah, levez la main ceux qui sont intéressés par le métier de reaper. Et très souvent, ça pouffe de rire. Donc, je leur demande, bah oui, alors pourquoi on rigole? Et donc, ils vont me dire, bah parce que c'est sale, c'est vrai que ça pue, voilà. Et donc, on peut parler du fait qu'il y a des métiers valorisés, dévalorisés. Et donc, je leur dis, mais pourtant, le métier de reaper, il est aussi important que le métier de médecin, parce que le médecin soigne les maladies, mais c'est parce qu'on a mis en place des poubelles qu'on a nettoyé nos rues, que l'espérance de vie a considérablement augmenté et qu'on a éradiqué des maladies comme la peste. Donc, le médecin soigne des maladies, mais les éboueurs, eh bien, en fait, ils ont éradiqué des maladies. Donc là, comment faire par rapport à nos poubelles? Et généralement, il va y avoir deux types de solutions, soit des solutions technologiques, donc je les laisse libre cours dans l'imagination, soit il va y proposer des solutions technologiques, soit ça va être de changer avec l'achat en vrac, etc., et de changer donc pour aller vers le zéro déchet. Quelles évolutions de nos activités pour la neutralité carbone? Je crois que c'est important que nous diffusions le message qu'il s'agit d'une nouvelle répartition sectorielle de l'emploi, parce que ça, c'est pas forcément évident à saisir pour la plupart des personnes qui ne sont pas des spécialistes. Euh, Et puis donc, je vais parler. Donc là, j'ai rappelé le rapport emploi du Shift Project, qu'il y a une petite synthèse de 10 pages qui déjà permet de donner des éléments sur la décarbonation de l'économie. Et puis ensuite, je vais parler donc de l'ancrage avec des objectifs et puis de la prospective. euh, et de construire un réel futur. C'est ça toute la difficulté, c'est qu'il faut quand même imaginer un futur qui devienne réel, qui soit autre, et pour faire bifurquer. Euh, L'ancrage dans le réel, ça m'apparaît important, voilà, d'avoir des données un peu concrètes en début de thématique, justement parce que notre culture est une société de la consommation et de l'illimité, et que ça s'inscrit inconsciemment dans notre langage, comme par exemple, on entend très souvent, ah, j'ai acheté ça,
c'était pas cher. Mais souvent, quand c'est pas cher, c'est que c'est aussi en termes de qualité de production assez, c'est souvent pas écologique. Euh, et c'est vrai que toute cette question des cycles de vie, c'est quelque chose, je pense, qu'il y a vraiment à approfondir dans nos séances. S'ancrer dans le réel, nous savons qu'il y a plein de mécanismes de défense vis-à-vis du réel. En plus, on a plein de flots d'informations. Et c'est pour ça que je trouve que le fait de faire des séances d'éducation à l'orientation collective, c'est vraiment un bon moment parce que collectivement, je pense que c'est plus facile de s'approprier des réalités qui sont difficiles et parce qu'il y a ce double mouvement à la fois de s'appropriation des réalités difficiles et à la fois ce fait qu'on va transformer le monde ensemble. Et donc, c'est plus facile l'ancrage et l'élaboration collective. Donc aussi, ce qui a marqué mes réflexions, c'est que mon mémoire de titularisation, c'était sur les soi possibles, donc c'est sur la projection des soi possibles dans le futur. Et les études montrent qu'un pouvoir, le pouvoir motivationnel de transformation d'un soi, c'est le fait que nos objectifs soient concrets et détaillés, que l'individu a un sentiment de contrôle sur sa réalisation ou son évitement, que c'est suffisamment saillant à l'esprit, qu'il suscite une expérience affective forte, que c'est perçu comme suffisamment proche dans le temps, qu'il est aussi associé à des stratégies comportementales. Comment, en fait, je fais pour aller dans ce processus de changement. Et qu'il renvoie un soi possible équilibré, c'est-à-dire à la fois des peurs pour moi dans le futur et aussi des espoirs pour moi dans le futur. Pour travailler sur la prospective, je voulais vous partager ce livre qui vient de sortir de Nathanaël Wallenhorst, qui est un enseignant-chercheur de l'Université d'Angers, qui s'est attaché justement à décrire de façon concrète ce que pourrait être 2049 côté écosystème, climat et société, pour justement pouvoir s'en décaler et s'en affranchir. Parce que c'est vrai que sur les questions du futur, on ne va pas du tout se mobiliser de la même manière si on pense que le réchauffement climatique, ça peut être un problème pour le Sud global, mais que l'Europe ne serait pas vraiment concernée et que finalement, quelques degrés de température supplémentaires, il suffira juste de mettre la climatisation. Beaucoup de personnes retraitées ou en fin de carrière disent, bah, de toute façon, je serais déjà partie au niveau professionnel ou je serais déjà mort. Alors que c'est vrai que là, je pense qu'il y a vraiment bon, des tissages entre les générations à construire. Beaucoup de jeunes que j'entends dire c'est foutu pour foutu, autant en profiter. Donc, il n'y a pas d'intérêt à aller vers cette reconversion écologique de la société. Le sentiment qu'au niveau individuel, nos petits gestes ne comptent pas et que la France est tout petit dans le monde. Euh, les chercheurs en psychologie parlent beaucoup du déni, mais moi, je trouve pas vraiment que ce soit un concept opérant. Je pense plutôt représentation et sentiment de pouvoir d'agir. Donc voilà, je pense que pour continuer, puisqu'on arrive sur la fin de cette présentation, on pourrait discuter un peu plus sur comment travailler, quel sens on peut donner à travailler en faveur de la reconversion écologique. Et dans ce sens-là, vous présentez un outil qui a été construit par l'ADEME, qui est l'Agence pour la transition écologique, qui est intéressant parce qu'il construit justement 4 scénarios et donc 4 visions. Et je trouve qu'en termes de projection, ça permet de voir, ah bah tiens, moi, comment je me projette par rapport à différentes dimensions, que ce soit par rapport au mode de vie, par rapport à la gouvernance,
ou par rapport à l'économie. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'inspirant. Et puis aussi dire dans la suite des travaux que je pense qu'on a menés en psychologie de l'orientation, c'est vraiment de parler de la question du bonheur, comment on travaille sur cette question et comment on l'intègre dans l'éducation à l'orientation collective, puisque nous avons un bonheur qui est très matérialiste. Veblen, d'ailleurs, qui est un économiste, rend compte que tous nos objets sont en réalité des objets de distinction sociale. Et ça pose des questions sur justement comment on peut délier le matérialisme et le bonheur. Et puis pour conclure, je suis attachée au fait que le soin est un humanisme, je crois, et c'est ça que j'aime en travaillant avec les professionnels de l'orientation, c'est que quand on embrasse ce métier, ben, on a à cœur tant le développement des personnes et le souci du bien commun, parce que la qualité du travail, ça a du sens pour nous. Mettre le vivant au cœur de nos vies, plus largement, je pense que c'est un humanisme. Euh, et je pense que nous avons à prendre conscience dans notre profession que nous sommes dans la société des atypiques. Parce que dans la société, il y a plein de marchands de mort et de guerre. Par exemple, la France est le deuxième pays dans le monde qui vend le plus d'armes. Et que nous, on a une position atypique d'être soucieux de l'humain et de ses activités. Et ce n'est pas la problématique de la majorité des professions. C'est nous qui allons avoir ce souci. Ça, c'est très atypique pour nous. Voilà. Et puis aussi, personnellement, et je sais que beaucoup d'entre nous, professionnels, le sont aussi, d'être sensible au vide, aux sentiments, euh, comment dire, des personnes, d'être inutile ou remplaçable pour faire écho au livre Les Irremplaçables de Cynthia Fleury, ou le sentiment d'être un déchet, de se sentir méprisé, non valable, sans valeur. Et dans une société où l'on court, où trop d'enfants se retrouvent trop souvent en situation d'isolement, de négligence, eh bien, les médias, au travers de personnages illusoires, éveillent les narcissismes blessés. Et que la psychologie de l'orientation nous apprend qu'on est petit ou grand en fonction d'un point de vue, d'une culture, comme par exemple les ingénieurs. Quand on rencontre des jeunes, ils peuvent nous dire j'ai envie d'être ingénieur et on leur demande qu'est-ce que ça veut dire pour toi, parce qu'ingénieur, c'est pas un métier, en fait, c'est un titre. Et finalement, c'est pas très clair pour eux, ils ont des représentations pauvres et finalement, c'est plus aussi une forme de statut social qu'ils vont chercher. Euh, et qu'en entretien individuel, c'est difficile de justement travailler autour des représentations parce qu'on va être dans des risques de réactance alors que le groupe est justement propice à la réflexion sur les représentations. Pour finir, une société désirable, pour moi, c'est une société où l'on ressent une qualité de lien social, où chacun peut trouver sa place dans la société pour le bien commun, où le prendre soin est une préoccupation partagée dans une articulation, prendre soin du vivant en soi, autour de soi et de la planète. Et merci encore pour l'invitation.